Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle édition. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, vient de faire paraître un rapport alarmant sur le réchauffement climatique avec plus 5,7 degrés dans le pire des scénarios d'ici 2040 si l'on ne fait rien. Et le bassin méditerranéen est une des régions au monde qui pourrait être la plus exposée aux différents impacts de ce changement climatique. Avec nous ce soir pour nous développer tout cela, Jean-Pierre Gattuso, chercheur CNRS au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer. Nous vous présenterons une partie des actions réalisées par le Centre scientifique de Monaco en faveur du corail. Plusieurs squelettes rouges viennent d'être déposés au fond de l'eau de la baie de Monaco. Sur les plages du Larvoto, la police maritime veille et surveille, que ce soit pour les vols, il y en a d'ailleurs eu 0 à ce jour, ou pour d'autres types d'interventions de sauvetage. Vous découvrirez dans un reportage leur travail au quotidien. Et enfin, même si beaucoup sont en vacances, il faut quand même préparer la rentrée scolaire. Vous allez le voir, les papeteries et librairies sont dans les starting blocks. Avant de développer tout cela, je l'ai dit en début de sommaire, nous recevons aujourd'hui un chercheur au CNRS, Jean-Pierre Gattuso. Bonsoir. Bonsoir. Nous en avions déjà parlé en juillet avec un des membres du GIEC. À l'époque, des informations d'un rapport sur le climat avaient fuité. Ce rapport est sorti officiellement ce lundi. Que dit concrètement ce fameux rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat? C'est alarmant. C'est alarmant dans la mesure où, en effet, les conséquences du changement climatique, les manifestations du changement climatique sont de plus en plus évidentes. Vous savez que le GIEC a l'habitude d'être extrêmement prudent dans ses conclusions. Et là, la conclusion principale, c'est que le changement climatique est absolument incontestable. La démonstration scientifique est faite. On ne peut plus contester le fait que ce sont les activités humaines également qui enclenchent ce changement climatique et particulièrement toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le principal moteur, on en parlera probablement, c'est l'augmentation du gaz carbonique qu'il va falloir réduire. Mais dans le pire des scénarios, on est à 5,7 degrés en plus, c'est ça? Oui, un peu plus de 5 degrés selon les modèles. Et donc ça supposerait qu'on n'y ait aucune action climatique, que les gouvernements et les citoyens ne fassent rien pour contrecarrer ce changement climatique. Et il y a aussi des scénarios qui montrent que l'on peut respecter l'accord de Paris et rester en dessous de 2 degrés de réchauffement et peut-être même à l'échelle globale et peut-être même autour de 1,5 degré. Mais ça suppose des efforts absolument gigantesques que l'on ne voit pas arriver. En attendant, les catastrophes naturelles récentes, comme les inondations meurtrières en Allemagne, en passant par des feux gigantesques en Grèce, des records de chaleur au Canada, est-ce que selon vous, c'est une conséquence du réchauffement climatique ou juste un concours de circonstances? C'est indéniablement le changement climatique contribue pour une large part à la plupart de ces manifestations. Par exemple, pour ce qui concerne la région méditerranéenne, les vagues de chaleur et aussi les vagues de sécheresse sont absolument liées au changement climatique et elles vont se renforcer. La Méditerranée, en fait, est une des régions qui a été identifiée comme la plus susceptible de subir des conséquences majeures du changement climatique avec l'Arctique. Ce qui se passe, c'est qu'en Méditerranée, la température augmente beaucoup plus qu'à l'échelle globale. Quand on arrivera à l'échelle globale à plus de degrés de température, on aura en Méditerranée plus 3. Donc, on est largement au-dessus des tendances globales. Et quand il fait plus chaud, eh bien, l'atmosphère pompe de l'eau dans les sols. Et donc, ça assèche complètement les sols. Et c'est des conditions qui sont extrêmement favorables. Chaleur plus sécheresse aux feux de forêt, comme ceux que l'on rencontre actuellement. Plantez-nous le décor. Comment devrait être la région si l'on ne fait rien? Ce rapport du GIEC ne concerne que les manifestations physiques du changement climatique. Les impacts et les phénomènes d'adaptation feront l'objet d'un rapport qui paraîtra, je crois, en avril 2022. Cela dit, les rapports précédents montrent clairement le fait que la biodiversité est affectée, les feux de forêt se renforcent. Moi, je suis océanographe, on voit les populations de poissons qui se déplacent. Les poissons se déplacent vers les pôles de manière à rester dans leur optimum de température. On a des espèces invasives qui arrivent, par exemple en Méditerranée, en provenance de la mer Rouge, parce que la Méditerranée se réchauffant, elle devient propice à beaucoup d'espèces qui viennent de la mer Rouge. Pour beaucoup d'espèces, ce n'est pas un problème, mais certaines, en fait, ont tendance à remplacer
les espèces endémiques, c'est-à-dire les espèces qui sont nativement méditerranéennes. Et c'est le cas de certains poissons, par exemple, qui sont absolument voraces, le poisson lapin, et qui déplacent des poissons qui sont d'origine méditerranéenne. Et que faut-il faire? Parce que jusqu'à présent, on a fait un constat. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce que les États doivent faire avant qu'il ne soit trop tard? Alors, il n'y a pas que les États qui doivent agir. Tous les acteurs, en fait, ont à agir. Les États, bien sûr, dans le cadre des négociations internationales, comme la conférence des parties de la Convention des Nations Unies qui va se tenir à Glasgow au mois de novembre. Et c'est au cours de ces négociations qu'on met en place des accords internationaux sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'industrie doit également agir. Les collectivités régionales et locales, les villes, les métropoles, les citoyens, tout le monde, en fait, est concerné par les conséquences du changement climatique et ont aussi les solutions en main. Alors, les solutions, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Donc, il faut faire cette transition énergétique le plus rapidement possible. Et donc, il y a des scénarios du GIEC qui envisagent, qui montrent qu'il est possible de respecter l'accord de Paris, mais il faut que cette transition ait lieu maintenant. Et quand on voit l'engagement des États à l'heure actuelle, cet engagement est beaucoup, beaucoup trop faible. On est actuellement sur une augmentation de la température en 2100 de l'ordre de 3 degrés. Il y a des programmes qui favorisent les économies d'énergie, qui favorisent l'isolation des foyers, qui favorisent l'achat de véhicules ou de vélos électriques. Mais c'est trop timide il faut un effort bien plus considérable. Et il faudrait profiter de la période post-Covid pour ne pas repartir sur les mêmes rails que précédemment. Il faut que cette transition soit véritablement engagée. Jean-Pierre Gattuso, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et dans un registre plus positif et ô combien important, coup de projecteur à présent sur une partie des actions réalisées par le Centre scientifique de Monaco en faveur du corail. Plusieurs squelettes de coraux rouges viennent d'être déposés au fond de l'eau dans la baie de Monaco. Une opération suivie par Sandrine Nègre et Thomas Deus. Ces chercheurs, scientifiques et plongeurs sont tout simplement aux petits soins. Ils portent une attention bien particulière à ces coraux rouges qui vont d'ici quelques minutes être immergés. Et cette restauration de coraux est réalisée dans le cadre d'une expérience. On va mettre le corail rouge, donc les petites colonies, on va les mettre physiquement dans les grottes. Il était dans l'aquarium depuis quelques jours. Il était dans l'aquarium pour diverses raisons. On a déterminé le sexe de chaque colonie parce qu'on doit faire un ratio homme-mâle dans chaque grotte artificielle. Et donc on va le remettre dans son milieu naturel. Il s'agit de corail rouge de Méditerranée, rouge couleur de son squelette, et les polypes, parties vivantes, sont elles blanches, signe de bonne santé. Ce projet, c'est de faire une approche différente à la restauration avec une approche scientifique. On n'est pas intéressé à transplanter les coraux comme ça passe dans les milieux tropicaux, mais on veut tester des hypothèses pas à pas pour construire dans les 2-3 années de projet un protocole basé sur des hypothèses scientifiques qui peut être utile pour la restauration de cette espèce dans la Méditerranée. Cette espèce est différente dans les espèces tropicales, c'est à croissance lente, du coup il faut élaborer un protocole ad hoc. Le corail rouge qui, pour bien vivre, a besoin d'un environnement avec des matières organiques, du plancton, une température correcte, car dans le monde, des mortalités massives ont été enregistrées à cause d'une trop forte augmentation du mercure. Et nous prendrons dans quelques semaines des nouvelles de l'évolution de ces coraux. Nous vous retrouvons, Julia Vial, pour un premier point sur l'actualité avec notamment le gouvernement princier qui, comme chaque semaine, a communiqué les chiffres relatifs au dépistage. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Une bonne nouvelle pour commencer avec le taux d'incidence qui est en baisse dans la principauté. Il est cette semaine de 247 personnes contaminées par la Covid-19 sur une base de 100 000 personnes. La semaine dernière, le taux d'incidence était monté jusqu'à 276. Autre chiffre à retenir, cela concerne, vous le disiez, le dépistage. Il y a eu 5 868 tests PCR et antigéniques réalisés sur le Rocher. 3,20% d'entre eux étaient positifs, Fabien. Un taux d'incidence légèrement en baisse, il faut quand même faire preuve de vigilance. Dans le cadre des travaux de la surélévation du bâtiment de la direction de la Sûreté publique, une nouvelle entrée a été créée depuis hier.
Effectivement, l'accueil pour les administrés se fera désormais quelques dizaines de mètres plus bas après le numéro 9 de la rue de Suffren-Raymond. Cette nouvelle entrée sera accessible de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Attention, en dehors de ces horaires ainsi que les week-ends et jours fériés, l'ancienne entrée restera en fonction. Je vous précise également que seules les personnes à mobilité réduite peuvent se présenter à l'entrée nouvellement créée, peu importe le jour et l'heure, afin d'accéder à un ascenseur. Pour finir, Fabien, la section des résidents, des certifications et des objets trouvés ainsi que la simple police demeurent ouverts au stade Louis II. Autre information utile pour les automobilistes, c'est une piqûre de rappel avec les travaux dans le quartier de Fontvieille. Cela n'a pas dû vous échapper si vous avez pris la voiture sur le Rocher. En raison de travaux, l'accès au quartier de Fontvieille via le tunnel et l'avenue de Fontvieille est fermé de jour et de nuit. Cette fermeture durera jusqu'au 31 août prochain. Organisez-vous donc pour éviter ce secteur. À savoir tout de même, Fabien, que le sens montant sera lui maintenu. Julia, il est l'heure de faire un premier bilan à mi-saison des opérations d'assistance et de sauvetage en mer. Depuis le début de la période estivale, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer Méditerranée a déjà coordonné près de 1300 opérations. C'est une hausse, Fabien, de 14% par rapport à 2020. L'année dernière, justement, 23 personnes avaient perdu la vie en Méditerranée. Aujourd'hui, 12 décès ont déjà été déplorés pour l'année 2021. C'est dans ce contexte et pour sensibiliser les Haussiens que la préfecture maritime de la Méditerranée et le CrossMed ont organisé ce 10 août un point d'étape pour rappeler les bonnes pratiques aux usagers de la mer. Alors, si vous vous rendez sur les plages monégasques ou si vous faites tout simplement de la plongée, soyez prudents. Sur le littoral, la vigilance est toujours de mise. Restons sur le littoral et plus précisément au niveau du nouveau complexe balnéaire du Larvoto. La division de la police maritime et aéroportuaire mène plusieurs actions en cette période estivale. Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni se sont rendues sur place. Il est situé au même niveau que les plages. Dès 9h, le poste de secours et de police ouvre ses portes. Et en ce 9 août, voici le bilan depuis le 3 juillet sur ces 14 000 m² de plage et 4 800 m² côté commerce. Aucun vol à déplorer, 3 interventions en mer pour des personnes en détresse et une moyenne de 9 soins par jour. Ce poste est donc mixte au milieu du site. Il permet à toute personne qui en aurait besoin de venir solliciter aide et assistance. Cela, ce serait évidemment si la personne n'avait pas pu repérer, disons, un maître nageur sauveteur ou un policier en ronde sur la totalité du complexe qui est très grand. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette année, nous avons une équipe renforcée avec donc des policiers de la DPMA qui passent tous les jours pour renforcer l'équipe qui est sur place de manière permanente. Et le fonctionnement du poste de secours de manière permanente, eh bien, ce sont 2 policiers de la DPMA qui ouvrent tous les matins le poste de secours jusqu'au soir. Et donc, c'est 2 personnes qui sont responsables, on va dire, de la structure qui est à côté, c'est-à-dire les 5 maîtres nageurs sauveteurs que nous avons chaque jour en plus en renfort. Non loin du poste, cette vigie permet une visibilité à 360 degrés. La surveillance s'appuie aussi sur les caméras vidéo pour garantir une sécurité optimale. Les équipes sont en lien avec les commerçants et des contrôles sur les plages sont effectués si besoin. Nos missions sont doubles. La principale, c'est le secours à la personne en mer. Nous axons beaucoup là-dessus. Avec cette année, nous avons à la plage du Larvoto l'appui de 8 maîtres nageurs sauveteurs, une infirmière et depuis peu un personnel de la Croix-Rouge qui sont là pour nous aider dans nos missions de surveillance et de préservation du site. Et aussi de la réserve sous-marine pour laquelle nous axons les interpellations et de tout bateau qui peuvent rentrer dans cette réserve avec verbalisation systématique. La surveillance s'effectue de 9h à 19h pour le mois de juillet et d'août. Et pour le mois de septembre, elle est de 10h à 18h en semaine et de 9h à 19h les week-ends. C'est un complexe balnéaire qui est magnifique, qui attire beaucoup de monde. Et le rôle de la DPMA n'est pas simplement que de s'occuper, on va dire le que étant entre guillemets, du secours à la personne et du secours en mer et du sauvetage, on va dire, à proximité de la plage, mais aussi de la surveillance de la zone balnéaire.
Et en cela, elle est également soutenue par des autres divisions de la direction de la sûreté publique, puisque monsieur le contrôleur général Richard Marangoni a souhaité que l'ensemble des divisions soient donc impliquées sur cette surveillance. Comme par exemple, entre autres, la division de police urbaine sur le front de plage. À noter également, avant l'ouverture du poste à 9 h, un membre de l'équipe à bord du jet ski vérifie la qualité des eaux. Suite à cela, la baignade est autorisée pour la journée. Vous l'avez vu et entendu, la police maritime mène de nombreuses missions de proximité. N'hésitez donc pas à vous rapprocher du poste de secours de la plage de l'Arvoto si vous en avez besoin. C'est à nouveau à vous, Julia Vial, pour le reste de l'actualité en bref. Le 5 octobre prochain, des nouveaux timbres consacrés aux affiches de films tournés à Monaco seront disponibles dans la Principauté. Effectivement, Fabien, en partenariat avec l'Institut audiovisuel de Monaco, l'Office des timbres poursuit sa nouvelle série cinéma consacrée aux films qui ont été tournés sur le Rocher. Vous pourrez ainsi retrouver l'affiche du Cercle infernal. Ce film d'Henri Hathaway, tourné en 1955, retrace la vie d'un coureur automobile prêt à tout pour battre des records. Autre film mis à l'honneur, Fabien, Les Chaussons Rouges, sorti en 1948. Cette œuvre britannique met en scène Victoria, une danseuse de ballet tiraillée entre sa passion et l'amour. L'avant-dernier timbre porte sur le film La Baie des Anges. Il aborde le thème du jeu de manière frontale et la dépendance que cela peut entraîner chez certains. Pour finir, coup de projecteur sur l'affiche du film suédois Bombe sur Monte-Carlo. Il s'agit d'une comédie musicale sortie en 1931 qui met en scène un capitaine de bateau. Il est venu réclamer sa paye au consul local, mais ce dernier se fait manipuler, Fabien, par une femme montée clandestinement à bord. Avant la rentrée, Julia, vous nous proposez de découvrir des activités sportives et peut-être s'inscrire pour les pratiquer. Focus aujourd'hui sur les arts martiaux. Oui Fabien, car il y a un bon plan à l'Académie internationale d'arts martiaux de Monaco. En raison de la crise sanitaire, 2/3 des cours de la saison dernière ont été annulés. L'Académie veut donc faire bénéficier d'un tarif privilégié à ceux qui veulent renouveler leur inscription. Attention, pour cela, il faut s'inscrire avant le 31 août. Je vous rappelle les disciplines proposées. Il y a par exemple le Muay Thai, le Krav Maga, la self-défense ou encore le kickboxing. Donc Fabien, si vous avez envie de vous défouler, c'est peut-être le moment. J'y penserai, Julia, merci. La rentrée sportive, vous venez de l'évoquer, mais c'est avant tout la rentrée des classes. Et elle approche à grands pas. Les vacances d'été sont souvent synonymes de farniente, mais c'est donc aussi la traditionnelle période d'achat des fournitures scolaires. Yannick Debever et Horacio Gaggino se sont rendus dans une librairie pour faire un état des lieux. Ça bouge en ce moment dans l'Alphabet, la grande papeterie monégasque. Les 4 employés sont sur le qui-vive pour accueillir les quelques 150 clients quotidiens, la plupart venus pour acheter les fameuses fournitures scolaires. Depuis déjà fin juin, nous avons beaucoup de parents qui sont venus déposer les listes avant de partir en vacances et ça continue tous les jours. Il y a ceux qui sont revenus et qui s'organisent maintenant. Mais on va en avoir jusqu'à début septembre, juste avant la rentrée. Il y a toujours des retardataires. Donc on est prêt pendant 2 mois. On a tout prévu pour répondre aux attentes de tous nos clients jusqu'au dernier moment. Pour se préparer à cette période faste de l'année, les commandes sont passées bien en amont, entre janvier et avril selon les produits. Une organisation bien ficelée pour ne pas rater ces 3 mois les plus importants de l'année. Pour nous, ça représente pratiquement la totalité de ce qu'on fait sur l'année. C'est énorme, on va dire c'est 70% du chiffre d'affaires sur le magasin. À la grande papeterie monégasque, le nombre de parents d'élèves de primaire et maternelle reste stable au fil des années. Les demandes varient seulement selon les écoles avec plus ou moins de fournitures demandées. Pour le secondaire, par contre, les ventes sont en baisse et cette fois, ce n'est pas à cause de la crise sanitaire. C'est d'autres choses qui impactent un peu plus cette année scolaire avec la mise en place du numérique à l'école. Et c'est vrai que pour nous, ça représente quand même moins 25% de notre chiffre d'affaires. Après, certains nous demandent quand même les livres, surtout dans les matières principales, et surtout pour les enfants, on va dire, de langue étrangère. Si vous n'avez pas encore été acheter vos fournitures, il vous reste encore quelques semaines. La rentrée des classes est prévue pour le 6 septembre prochain. Et avant le 6 septembre, on a encore le temps de se prélasser au soleil. Julia, quel temps fera-t-il mercredi ?
Fabien, j'espère que vous êtes en vacances demain car il fera un temps magnifique sur Monaco. Un grand soleil est attendu avec de la chaleur. Le thermomètre grimpera même jusqu'à 32 degrés. Le 11 août, nous fêtons l'éclair. Ce prénom vient du mot clarus qui signifie clair, transparent en latin. Gratias tibi Julias, qui veut dire merci en latin. Les photos du jour pour clore ce journal. Elles sont signées Michael Alési et consacrées à l'équipe de rugby à 7 de la Principauté. Une équipe de Monaco Info est partie au camp d'entraînement de Brignoles. C'est un reportage qui sera à suivre dès mercredi en vue du championnat ce samedi de la première étape des 3 estivales de l'Inextinso Super 7 à Aix-en-Provence. Nous y serons également. On se retrouve demain à 19h. À très bientôt. Au revoir.